Je vais prononcer mon nom aussi en français, donc c'est Gaucheron Frédéric. Je suis chercheur ici à l'INRA, au sein d'AgroCampus, donc j'espère qu'on aura le plaisir de se voir aussi lors de la visite du laboratoire, pour que vous appréciez aussi la façon dont on fait notre recherche sur les produits laitiers. Donc je remercie tout le monde aussi d'être là. C'est vraiment un plaisir pour moi de parler du lait, puisque ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le lait. C'est aussi un grand plaisir de parler vers les pays du Sud, transférer vers les pays du Sud. Tout le monde sait que c'est un peu mon cheval de bataille, donc je vais y prendre un grand plaisir. Cette présentation, elle est non pas pour voyager ou pour aller vers d'autres pays, mais plutôt pour entrer dans les produits, pour entrer dans le lait, dans la connaissance que l'on a sur le lait, sur les technologies, et vous montrer que ce lait, et c'est le titre de la présentation, c'est un aliment hors norme à usage multiple. Donc en introduction, mais ça a déjà été dit, donc je vais passer rapidement, le lait et les produits laitiers sont des aliments qu'on trouve depuis de nombreuses années, dans de nombreuses civilisations. Et quand je dis des années, c'est depuis des siècles. C'est un aliment universel qui est très varié, qui donne aujourd'hui naissance à des milliers de produits très très différents, qui sont en tout cas dans les pays du Nord, des produits très ancrés dans notre alimentation. On les trouve de par leur importance nutritionnelle, ils contribuent à notre état de santé, et puis évidemment ils contribuent aussi au plaisir de la table, parce qu'ils ont des notes gustatives relativement intéressantes. C'est en termes de recherche, des aliments très étudiés. Avant de venir, j'ai demandé à la bibliothécaire au niveau du laboratoire de regarder combien on faisait de publications par an sur le lait. C'est plusieurs milliers de publications par an sur ce produit-là, donc ce qui vous donne une idée du besoin de connaissances et de la connaissance générée chaque année sur ce liquide laitier. Il a une image symbolique de par sa naturalité, il est 100% naturel, mais il est super fragile, il a une très très grande fragilité de par sa composition qu'on va revoir tout à l'heure. Et comme il est fragile, ça va donner naissance à de nombreuses technologies que l'on va utiliser pour préserver le plus longtemps possible ce produit ou ce liquide laitier. Et puis évidemment, ça a été également souligné, et on le voit aussi par les messages autour de l'Afghanistan, il a une importance économique, ça génère des dizaines de métiers très différents. Alors j'ai pas fait le compte du nombre de personnes qui étaient employées dans la filière laitière dans le monde, mais je pense qu'on peut les chiffrer à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous égaux. Les pays du Sud ne sont pas égaux par rapport à ce que nous, on est capable de faire ici. Il y a une très grande variation au niveau de la production, au niveau de la transformation et évidemment au niveau de la consommation. Donc, si on rentre un petit peu dans ce liquide laitier, c'est un liquide qui est complexe, qui est complet. Alors, on peut le comprendre de par son utilité vis-à-vis du nouveau-né, avec une très grande diversité biochimique. Alors, quand je dis diversité biochimique, ça veut dire qu'il contient de nombreux constituants qu'aujourd'hui on commence à comprendre de façon assez précise. Il contient des vitamines, il contient des minéraux, il contient des protéines, il contient de l'eau, il contient des lipides, des sucres. Donc toutes les grandes classes de molécules biochimiques, on les trouve dans ce produit. On a un petit peu plus d'idées sur ces éléments-là. Le premier élément qui est indiqué ici, ce sont les micelles de casine. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais la recherche va dans ce sens-là. Essayer de comprendre comment sont constituées notamment ces casines, qui sont 80% des protéines laitières, en tout cas chez la vache. On commence à avoir des idées relativement précises de l'association de ces molécules les unes avec les autres, comment intervient le phosphate de calcium à l'intérieur. Donc, pas mal de connaissances sur cet édifice qu'on appelle micellaire. Évidemment, dans le lait, dans tous les laits de tous les mammifères, on trouve de la matière grasse. Cette matière grasse est assemblée sous forme de globules gras. Là aussi, la connaissance est assez élevée. On a beaucoup de connaissances sur la composition de ces globules gras, sur leur taille, sur la composition de la membrane, sur l'évolution de ces structures en fonction des traitements technologiques. On a également dans le lait d'autres types de protéines, il n'y a pas que les casines, ce qu'on appelle les protéines sériques. Ces protéines sériques, on a aussi beaucoup de connaissances. On connaît parfaitement leur structure dans l'espace, par des techniques de pointe qui nous permettent d'avoir des très bonnes idées sur ces protéines. Je vous l'ai dit, il y a aussi des minéraux. Les minéraux ont un comportement assez complexe, une organisation assez complexe dans le lait.
Et là aussi, on a des connaissances assez importantes. Évidemment, on trouve le sucre essentiel, le lactose, qui va être un des constituants majeurs dans tout ce qui va être produit fermenté. Et puis évidemment des vitamines. Et puis n'oublions pas que le lait, c'est d'abord de l'eau avec à peu près 90%. En tout cas, quand on parle du lait de vache. Alors, ça a été déjà souligné tout à l'heure, on parle du lait de façon générale, mais il y a plutôt des laits. Alors ici, je vous ai mis un tableau que je pense qu'on va revoir rapidement sur une autre présentation après. Et ce lait, qui est souvent le lait de référence, parce que c'est celui qui est le plus produit dans le monde, 80% du lait produit, c'est du lait de vache. Donc il fait référence, et c'est là où il y a beaucoup de recherches. En termes de composition très globale, on trouve des lipides, des protéines, du lactose et des minéraux avec des concentrations en grammes par litre qui sont indiquées dans ce tableau. Il y a d'autres laits, le lait de Buffless. Alors pour les Européens, c'est une petite anecdote, il y en a un petit peu en Italie, mais sinon il n'y en a pas. Mais n'oubliez pas, en Inde et au Pakistan, c'est un des premiers produits. Donc quand vous regardez cette composition, très globale en termes de lipides, de protéines, de lactose et de minéraux, il y a des différences. Le lait de Buffless est plus riche en protéines, est plus riche en matières grasses, est plus riche en minéraux. Le lait de chèvre, il a globalement une composition similaire à celui du lait de vache. Si on rentre dans le détail, on verra après, c'est pas tout à fait la même histoire. Quand on regarde le lait de brebis, il ressemble beaucoup au lait de Buffless, très riche en protéines, très riche en matières grasses, très riche en minéraux. On prend le lait de jument, là c'est un petit peu, on passe d'un autre côté. Le lait de jument est très peu riche, très pauvre en lipides, très pauvre en protéines, plutôt riche en lactose par rapport aux autres laits, et puis pas très riche en minéraux. Le lait de chamelle, globalement, il a une composition qui est relativement similaire à la vache. Si on regarde, je le dis bien, de façon très globale. Après, dans le détail, on peut trouver aussi de grandes variations. Le lait de renne, je crois qu'on en parlera aussi un petit peu, donc là on devient dans l'anecdote, mais il ne faut pas l'oublier, ce sont des produits qui sont nutritionnellement et alimentairement utilisés par les populations. Donc là, ce lait de renne est très riche en lipides, il est très riche en protéines, il est très riche en minéraux, donc matière première très très intéressante. Et puis le lait de yak, c'est le lait majoritairement utilisé dans le monde. Sur ce lait de yak, là c'est aussi une anecdote, très riche en lipides, très riche en protéines, et puis moyennement riche en minéraux et en lactose. Donc ne parlons pas du lait en général, mais parlons des laits, avec ces variations globales en termes de composition. Si on regarde un petit peu dans le détail maintenant, en comparant les laits, alors je ne vais pas vous faire un catalogue de chacun des laits, je vais passer assez rapidement. Si on regarde la séquence en acides aminés de chacune des protéines, alors par exemple d'une caséine, et qu'on regarde pour toutes ces espèces que j'ai évoquées avant, on s'aperçoit que les séquences en acides aminés, elles ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des différences en termes de séquences en acides aminés. Si on regarde les globules gras d'un lait d'une espèce par rapport à une autre espèce, on a également des différences. Si on prend le lait de chamelle, il a une certaine originalité, il n'y a pas de bêta-lactoglobine, qui est une protéine majeure dans le lait de vache, une protéine soluble majeure dans le lait de vache, on ne la trouve pas dans le lait de chamelle. Une autre protéine qui est la casine kappa, elle est absente, ou quasiment absente, dans le lait de chamelle, contrairement au lait de vache. Si on prend le lait de jument, les proportions entre les casines et les protéines solubles sont très différentes des autres laits. Donc là, c'est pour montrer non pas des différences en termes de quantité, mais des différences en termes de qualité des laits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces différences, ou qu'est-ce que ça implique au niveau de leurs propriétés? On va avoir des apports d'énergie très différents, des goûts différents, des rendements différents quand on va faire des produits laitiers, et notamment des fromages. La qualité des gels va être différente, la stabilité thermique va être très différente. Donc tous les laits, d'un point de vue composition, ne sont pas les mêmes, mais d'un point de vue traitement technologique derrière, ça va induire aussi des différences. Alors quand on parle de... Donc c'est le premier aspect, vous montrer que tous les laits n'étaient pas égaux, et il y avait déjà une diversité au niveau des laits. Ensuite, au niveau des technologies que l'on peut appliquer au niveau de ces produits laitiers, de façon globale, quel que soit le lait qu'on va considérer, les technologies, c'est pour avoir un produit sûr et sain nécessaire pour le consommateur. En général, ces technologies-là sont aussi utilisées pour prolonger et conserver le plus longtemps possible les produits laitiers, les composants laitiers. Et puis, il y a des technologies que l'on trouve plutôt vers les pays industrialisés qui sont essayer de purifier certains composants du lait qui auraient des propriétés intéressantes. Alors toutes ces technologies-là, elles vont être utilisées soit à l'échelle industrielle, soit à l'échelle artisanale.
Alors ici, je vous ai montré la couleur verte est un petit peu flashy, c'était pas le but. Hein. Bon, elle est un petit peu flashy, c'est pour montrer la diversité des technologies. À ce jour, on a des dizaines de technologies à disposition pour créer de la diversité des produits dans les produits laitiers. Alors évidemment, on trouve le traitement thermique, je le mets dans le désordre, hein, le crémage, l'homogénéisation, on peut le concentrer, évaporer, on peut le filtrer, on peut faire la fabrication fromagère, on y reviendra, on peut utiliser la chromatographie pour récupérer des composés. Bref, un tas de technologies que l'on peut utiliser pour créer de la diversité au niveau des produits laitiers ou des composés. Alors cette technologie, ça fait partie de l'originalité du produit laitier. Hein. Ces technologies-là peuvent être utilisées à petite échelle ou à grande échelle. Ici, c'est que j'ai eu la chance de voyager un petit peu aussi à travers le monde pour analyser les filières laitières et travailler avec différents pays. Ici, c'est des petits ateliers. Hein, là, on faisait de la transformation, notamment fromagère, dans différents pays, au Pakistan, au Cameroun, au Madagascar, en Haïti, etc., où on transforme le lait à petite échelle. Alors, petite échelle, c'est de quelques dizaines de litres de lait à quelques centaines. Et puis, évidemment, on peut aussi faire ce type de transformation. Alors, pas du tout avec la même organisation et sûrement pas avec les mêmes niveaux de production derrière. On peut faire ça aussi à grande échelle au niveau industriel. Ici, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué. Alors, je l'ai fait volontairement compliqué et presque illisible, c'est normal. C'est pour vous montrer la diversité que l'on peut créer à partir d'une matière première qui est là. Hein, ici, c'est le lait entier. À partir de ce lait entier, il y a plein de flèches qui partent, qui sont des itinéraires technologiques qui vont nous permettre d'avoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de produits laitiers différents. Donc c'est ce qui est indiqué ici, hein. On a des dizaines d'itinéraires technologiques possibles à partir d'un liquide laitier, à partir d'une matière première, qui vont nous permettre en final d'avoir des milliers de produits laitiers très différents, avec des spécificités qui peuvent être régionales, qui peuvent être nationales, et qui sont intéressantes à connaître pour chacun. N'oublions pas que dans la diversité, on a vu la diversité des laits, on a rapidement vu la diversité des technologies qu'on pouvait mettre en œuvre. Il faut aussi considérer dans la diversité des produits laitiers la diversité des micro-organismes que l'on peut utiliser. N'oubliez pas, les micro-organismes sont des outils biologiques essentiels dans l'élaboration de certains produits laitiers, pas tous, hein, notamment les produits fermentés. Alors juste à titre d'exemple, hein, ici c'est la coexistence de micro-organismes qu'on va considérer comme flore positive. Hein. Dans les yaourts, on a le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus, qui sont présents à des concentrations relativement importantes, hein, 10 puissance 7 à 10 puissance 9 nombre de bactéries par gramme de produit, donc c'est important. Un fromage plutôt français qui s'appelle le camembert, où on trouve 8 à 10 espèces différentes, avec une qui prédomine, mais elles sont existantes. Et puis ces micro-organismes ils vont contribuer aussi à des dizaines de produits fermentés très très différents, qu'on va appeler les rivaux en Bretagne, qu'on peut appeler koumis au Kazakhstan ou choubat. Du daï, du kéfir, etc. Donc il existe des dizaines de produits laitiers fermentés de par le monde. Donc il y a vraiment une très très grande biodiversité. Cette très grande biodiversité n'est pas forcément connue. Hein. Il y a encore beaucoup de recherches aussi à ce niveau-là. Et à mon avis, et à notre avis, elle est aussi essentielle à préserver, à comprendre, à collecter, à caractériser le mieux possible, de façon à éviter que tout le monde utilise globalement les mêmes ferments, et arriver à des produits qui se ressembleront tous de par le monde dans lequel on est. Donc ces micro-organismes peuvent être garants d'une certaine typicité, et ça contribue aussi à notre héritage culturel et gastronomique. Alors ces bactéries, elles interviennent pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'elles vont contribuer évidemment à la qualité de l'aliment, hein, à la qualité du lait fermenté notamment, parce qu'elles vont avoir des capacités d'acidifier, de générer de la texture, des flaveurs, des propriétés fonctionnelles, des ouvertures dans certains fromages. Elles vont être aussi intéressantes parce qu'elles vont inhiber des flores pathogènes, inhiber des flores d'altération, donc intéressantes aussi pour assurer une certaine qualité du produit laitier. Et puis notre recherche aujourd'hui va aussi vers essayer de trouver, grâce à ces actions de micro-organismes, de nouvelles propriétés, notamment en termes de nutrition, et puis en termes de santé ou d'influence sur le fonctionnement de notre organisme. Alors aussi pour montrer la diversité, hein, le meilleur exemple pour nous, en tout cas en Europe, c'est de montrer la diversité autour de la technologie fromagère et du fromage. Hein.
Le fromage, au départ, il y a des milliers d'années, était là pour conserver les constituants, pour les garder le plus longtemps possible, pour assurer une ressource alimentaire sur du plus long terme. Les fromages, on les retrouve globalement dans la plus grande partie des pays du monde. Et il y en a en finale, quand on compte tout ce qui existe en termes de produits fromagers dans le monde, il y en a plusieurs milliers. Alors d'où vient cette grande diversité à partir, je vous rappelle, du premier et du liquide laitier. Cette grande diversité, elle vient probablement de la préparation des laits. Il y a déjà beaucoup de paramètres autour de cette préparation. Si c'est du lait de chamelle ou du lait de brebis ou du lait de bufflesse, quelque part, on ne part pas avec la même matière première et on aura un produit fromager qui sera différent. Et puis, là aussi, je l'ai mis de façon volontairement assez complexe. Quand on fabrique un fromage, on caille le lait, on fait un moulage, un pressage, un salage et un affinage. C'est les grandes étapes de la fabrication fromagère. Autour de ces grandes étapes de fabrication fromagère, il existe des dizaines de paramètres qui vont être différents selon les fromages que l'on va fabriquer, et donc ça va créer également de la diversité. Donc il y a des dizaines de paramètres, les technologues fromagers le savent. Quand je dis dizaines, je me demande s'il n'y en a pas des centaines à contrôler, et c'est ça qui va nous permettre de générer de la diversité autour de la grande famille des fromages. Alors ici c'est simplement un tableau de composition, de type de fromage. Alors on peut en mettre des milliers, là je l'ai volontairement mis de façon plus courte. Et puis il y a l'humidité, le lactose, la matière grasse, les protéines, les cendres et puis les minéraux. Alors, on ne va pas reprendre non plus les lignes et les colonnes, mais ça vous montre aussi qu'autour de des paramètres de technologie fromagère qu'on a utilisés, on peut créer de la diversité en termes de composition. Il va y avoir des fromages très salés, d'autres peu salés, des fromages riches en calcium, d'autres pas, etc. Donc aussi une grande diversité à partir de cette technologie fromagère. Alors derrière tout ça, il y a des variations en termes de composition, mais évidemment il y a des variations autour des propriétés texturales. Les textures vont être très très différentes d'un fromage à un autre. Les caractéristiques organoleptiques vont être aussi très très différentes parce qu'on aura utilisé des bactéries ou des levures ou des moisissures qui vont travailler différemment les constituants laitiers derrière. Alors là, quelques images pour faire rêver, mais on rêvera en vrai jeudi soir au moment de la cheese party, avec des fromages de type pâte molle, on les classe en pâte molle, des fromages à croûte fleurie, des fromages à croûte lavée, des bleus avec une moisissure un petit peu particulière, des fromages à pâte pressée cuite. Bref, il existe des dizaines de fromages très très différents. On trouve également, alors je l'ai mis dans typicité fromagère, c'est pas vraiment un fromage, mais on trouve de la confiture de lait, on en trouve dans les pays européens, c'est une spécialité brésilienne. On trouve la feta ou les brebis, c'est d'abord une spécialité au niveau de la Grèce. On en reparlera probablement, du fromage en Mauritanie, et notamment du camembert, mais si je me trompe au camembert, où il y a différents noms, mais je pense que je serai repris sur les termes tout à l'heure. On trouve de la mozzarella ou les bufflesses, donc encore là une fois une grande diversité de ces produits laitiers. Et donc il en existe des centaines d'autres. Autre tendance autour des produits laitiers, on va aussi en termes de recherche essayer de démontrer que les produits laitiers, qui ont leurs propriétés intrinsèques et largement démontrées au niveau de la santé, on essaye aussi de démontrer qu'ils ont qu'on peut leur donner d'autres vertus nutritionnelles. Alors soit par leur constituant intrinsèque, le calcium il est plus à discuter, le calcium est important dans la nutrition. On essaie de démontrer le rôle de certains peptides, de protéines bioactives qui pourraient avoir un rôle important sur la santé. De par les bactéries qu'on va utiliser, et notamment des probiotiques, on peut également générer des nouvelles propriétés nutritionnelles. Et puis on peut ajouter des composés externes. N'oubliez pas, le lait ça peut être un vecteur qui est à moindre coût, qui peut être un vecteur de molécules intéressantes que l'on peut rajouter de façon volontaire, alors en rajoutant des minéraux, des vitamines, des phytostérols, etc. Donc c'est aussi le domaine de la recherche, d'essayer d'utiliser ce vecteur pour transférer d'autres molécules à vocation santé pour des populations qui en ont besoin. Alors ici quelques exemples de produits laitiers santé, alors des laits enrichis en magnésium, on peut récupérer les minéraux du lait pour faire du chewing-gum. On peut récupérer la lactoferrine de lactosérum de fromagerie par exemple, parce que cette molécule a un intérêt nutritionnel, un intérêt santé relativement important. Elle est démontrée.
Les constituants laitiers sont aussi intéressants par leur fonctionnalité. Alors non pas nutritionnelle, mais plutôt techno-fonctionnalité. Je vais parler de techno-fonctionnalité, avec des propriétés émulsifiantes intéressantes, des propriétés gélifiantes, des propriétés moussantes, viscosantes, structurantes, donc qui vont contribuer à l'élaboration de formules alimentaires un peu plus complexes. Alors on les retrouve, alors là je ne parle pas de lait tel quel, je parle de constituants laitiers que l'on aura purifiés, par exemple par des technologies de membrane, que l'on va réutiliser dans des applications laitières telles que fromage, yaourt et produits nutritionnels. On peut aussi les utiliser dans des formules type gâteau, viennoiserie, sorbet en panification. On peut les utiliser en viande, on peut les utiliser en formule diététique également. Donc bref, un tas d'applications autres que laitières et qui ont leur importance. Donc pour finir, on me demande souvent quels sont les grands projets pour demain au niveau des produits laitiers. Donc évidemment, c'est préserver cette diversité. J'espère vous avoir démontré qu'il y avait une grande diversité à partir d'une matière première. En tout cas, il faut essayer de la préserver, voire de l'augmenter et de la protéger. Parce que plein d'intérêts autour des produits laitiers, et on verra aussi au cours de ces 3 jours, en termes de nutrition, en termes de développement humain, et puis évidemment en termes de développement économique. Alors quels sont les challenges vers les pays du Sud notamment? À mon avis, un des challenges, c'est d'améliorer la qualité microbiologique des laits. On a rencontré depuis 2 jours quelques partenaires qui viennent des pays du Sud. La qualité microbiologique est quand même quelque chose qu'il faut arriver à passer, à améliorer, parce que je crois que c'est pas facile de faire un produit de qualité, un produit final de qualité, si au départ on n'a pas un lait de qualité, en tout cas d'un point de vue microbiologique. Autre tendance, et ça c'est le métier du chercheur et aussi de la connexion avec l'industriel, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances. Alors en biochimie, on ne sait pas tout sur les protéines laitières, on ne sait pas tout sur la matière grasse, on ne sait pas tout sur les agencements, on ne sait pas tout sur la transformation. Donc acquérir des nouvelles connaissances qui font appel à diverses disciplines, à la biochimie, à la technologie, à la microbiologie, à la nutrition santé, démontrer des rôles intéressants au niveau nutrition et santé, qui aboutira inévitablement vers de l'innovation et vers des nouveaux produits laitiers. Et puis n'oublions pas de transférer ces connaissances, elles appartiennent à tout le monde à mon sens, et on doit les partager de façon à ce que ça devienne un bien commun et qu'on puisse travailler et vivre ensemble sur cette planète. Donc en conclusion, dû à cette augmentation de connaissances de par le monde, en sciences laitières, en technologie laitière aujourd'hui, et puis aussi dans l'industrie, n'oublions pas l'industrie, il est possible aujourd'hui, de par le monde, d'avoir des milliers de produits laitiers à disposition, alors avec évidemment des inégalités de par le monde. On peut les avoir avec, à mon sens, une qualité microbiologique que l'on peut contrôler aujourd'hui, avec des goûts adaptés aux besoins du consommateur. N'oubliez pas, vendre un camembert en Afrique noire, je ne suis pas sûr que ça soit si facile que ça. Il y a des obstacles à passer. Bon, je pense qu'on verra tout à l'heure avec Jean-François les obstacles à passer. On peut maîtriser les produits laitiers, avoir des caractéristiques physiologiques bien particulières, texturales également, et puis essayer d'avoir des effets bénéfiques sur la santé, ce qui nous permet, en contrôlant tous ces paramètres, d'avoir à disposition des milliers de produits laitiers de par le monde. Voilà, je vous remercie, j'espère vous avoir convaincu que le lait était une matière première hors norme, à usage multiple, avec des milliers de produits derrière qui peuvent en découler. Je ne voulais pas finir aussi, parce que c'était une promesse, de faire juste une petite publicité sur les journées du CEREL. C'est des journées qui sont organisées au niveau de l'Agro-Campus également, plus à vocation franco-française, et qui ont comme objectif ici de parler de la PAC. Voilà, donc j'avais promis de le faire et je le fais. Voilà, je vous remercie.